Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Où je me retrouve donc avec Woman Invest. Sur cette vidéo. Donc je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 37 ans et j'investis depuis 2001. Aujourd'hui, je vis de mes revenus immobiliers complets et je me retrouve donc avec Woman Invest. Donc nous sommes en couple, bien évidemment. Donc moi c'est Maud, 38 ans, conseillère en gestion de patrimoine. Et on a la tête d'une tribu de 3 enfants. Et à savoir également que nous sommes spécialisés dans l'investissement des immeubles de rapport. Exactement, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va vous donner des pistes pour pouvoir contrer ce rétrécissement bancaire où vous êtes très nombreux à nous dire 2020 c'est compliqué, les règles ont changé, on n'arrive pas à avoir de prêts, on n'arrive pas à trouver des affaires, on n'arrive pas à investir. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer? Et on rentre dans le vif du sujet tout de suite maintenant. Investir à plusieurs, c'est le titre de notre vidéo. L'idée, voilà, c'est on va vous donner quelques arguments, des avantages, des inconvénients et puis la façon pour pouvoir s'y prendre. Exactement, parce qu'il y a différentes possibilités. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses en ce moment, depuis 2020, sur des modifications qui peuvent avoir, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau des financements bancaires, etc. Maintenant, je pense que c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé. Il faut juste savoir s'adapter aux modifications et aux changements, ce qui n'empêche aucunement de trouver des financements, bien évidemment, mais c'est juste de trouver des solutions pour pouvoir y arriver et avoir conscience surtout des choses à mettre en place. Argument numéro 1, investir à plusieurs, l'union fait la force. L'idée, c'est qu'on va présenter un meilleur dossier à la banque. Donc, en effet, le fait d'investir à plusieurs, bien évidemment, ça veut dire plusieurs associés ou plusieurs personnes ou co-indivisaires, enfin peu importe. Et donc, forcément, quand on va étudier le financement, ça sous-entend que l'on va prendre en considération les ressources et les charges de chacun d'eux. Donc, plus on est nombreux, ça va de soi, plus logiquement, on a de rentrées d'argent. Donc pour obtenir un financement plus conséquent, ça peut avoir une valeur ajoutée. Et puis on peut imaginer que s'il y a 2, 3, 4, 5, 6 associés qui investissent, peut-être que sur les 2, 3, 4, 5, 6, la banque va se dire que sur un, je peux récupérer une assurance vie, sur le deuxième, je peux peut-être lui proposer une carte premier, sur le troisième, je peux peut-être lui proposer pareil un produit d'investissement. Bref, elle a matière à travailler, j'imagine. Oui, alors après, oui, elle a matière à travailler. Maintenant, on est bien d'accord qu'on recherche un financement. Donc, l'étude va déjà se faire sur l'approche risque du projet. Après, on va dire que c'est dans la négociation, de façon à rassurer l'interlocuteur et la banque que vous avez en face de vous. Vous pouvez avoir des arguments, en effet, de façon à qu'elle puisse vouloir du coup vous suivre dans le financement. Tout en sachant que un prêt immobilier aujourd'hui pour une banque, c'est pas ce qui va rapporter de l'argent. Donc forcément, il faut lui apporter une valeur ajoutée. Mais encore une fois, l'étude va d'abord se faire sur l'approche risque du projet et donc des associés. Et ensuite, en effet, il peut y avoir du plus pour la banque sur ce qu'on appelle le PNB, c'est-à-dire ce que vous allez rapporter finalement à la banque. Donc ça passera par des produits annexes, des assurances, des PNO, donc ce sont des propriétaires non occupants, ce sont les assurances pour les propriétaires de biens locatifs. Voilà, donc il y a différentes choses qui font que ça peut avoir un plus pour la banque. Ok, donc meilleur dossier parce qu'on est plusieurs, ça peut être un argument. Deuxième argument, on va se positionner du coup sur des dossiers peut-être moins concurrentiels, c'est-à-dire sur des dossiers où vous aurez un marché qui sera moins visité. Je m'explique, on investit seul, on va plutôt regarder des biens à 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 euros. On investit à plusieurs, on peut s'ouvrir à d'autres marchés. On peut aller voir du 800 000, 1 million, 1,2 million, 1,5 million. Si on est 6, 7, 8 personnes à investir, ça peut être des marchés qu'on n'irait pas voir nous et qui du coup s'ouvrent, sur lesquels il y a moins de monde. Oui, bien sûr, donc ça ouvre des portes différentes. Encore une fois, par contre, je reviens là-dessus, c'est qu'il faut rester objectif avec la situation de chacun. Même si vous êtes 3 ou 4, j'extrapole un peu,
mais que vous gagnez 1 000 € par mois et que vous n'avez rien d'autre, on va éviter d'aller sur des choses... Évidemment, ça paraît normal. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il je est pense évident que si les vous êtes personnes plusieurs, qui nous regardent, s'ils gagnent 1 000 € par mois, même s'ils sont rester 3, objectif. ils vont pas aller voir des biens à 3 millions. Oui, non, mais c'est pour ça que je remets un petit peu les D'accord. propos. C'est que forcément, plus on est nombreux, plus on peut aller sur des choses au niveau de l'investissement conséquentes. En Mais restant raisonnable. il est évident qu'il faut rester objectif et raisonnable. Exactement. Alors l'objectivité et la raison, c'est un peu à vous de la maîtriser. C'est-à-dire que si aujourd'hui, effectivement, comme dit Women Invest, vous gagnez 1 500 € par mois, vous êtes en couple, ça vous fait 3 000 € par mois, on peut imaginer que s'il n'y a pas de crédit à côté, vous pouvez aller voir quelque chose qui va être situé entre 150 000 et 180 000 €. Ça me paraît tout à fait convenable. 30% de 3 900 € par mois, 900 € par mois, 200 000 €, pardon, ça tient la route. Hein, puisque 200 000, on est à peu près sur 20 ans sur des mensualités entre 900 et 1 000 € par mois. Donc ça me semble très correct. Et effectivement, tu fais bien de le rajouter, c'est pas parce qu'on est 6 que du coup on va pouvoir acheter 4 châteaux et faire concurrence à François Ier. C'est important de l'être par rapport à sa propre situation. D'où le fait, voilà, quand on a un projet comme ça commun à plusieurs, il faut savoir se poser, faire les bons calculs de façon à ne pas partir dans tous les sens. Quitte à, si c'est nouveau, justement, si c'est une alliance qui est nouvelle entre les associés, ça n'empêche aucunement peut-être d'aller voir la banque d'un des associés et d'aller justement tâter un peu le terrain pour savoir quel serait le potentiel. Vous savez plus ou moins où vous allez. Si vous avez du mal justement à vous projeter sur le montant que vous souhaitez acquérir ou jusqu'à combien en tout cas. Le troisième avantage pour moi à investir à plusieurs, c'est ce vrai passage à l'action. C'est-à-dire que souvent, quand on est seul, on se dit « j'aimerais bien, j'aurais envie, j'ai l'objectif de… » Et puis on regarde les annonces, et puis on fait quelques visites, et puis on s'arrête là. Le fait d'être à plusieurs, on se fait une réunion, on se dit « ok, on va investir ensemble ». Je pense que cette fois-ci, ça permet d'acter les choses et ça permet vraiment de passer à l'action. On ne peut pas avoir 8 personnes et être à 8 et 8 se regarder dans le blanc des yeux et tous les jours se dire oh, « ça serait bien qu'on le fasse, ça serait bien ». Il y en a forcément un qui va être un déclencheur et qui va te dire « ok, on y va ». Donc je pense que le passage à l'action, quand on est plusieurs, il est à mon avis accéléré. Exactement. Donc chacun a un petit peu sa valeur d'expertise. Comme on le dit souvent, même quand on n'est pas à plusieurs dans une acquisition immobilière, il faut savoir bien s'entourer pour pouvoir avancer, avoir la réponse à ces questions. Parce qu'on a tous des moments un peu plus bas, on a tous des interrogations parce qu'on est loin de tout connaître. Et le fait de pouvoir échanger, s'entourer, c'est important pour pouvoir avancer. Donc forcément, si vous avez un projet à plusieurs, ça permettra de s'unir. Voilà, l'union fait la force et de pouvoir aller beaucoup plus vite, de se rassurer aussi mutuellement. Et puis finalement quand quelqu'un a une interrogation d'avoir les réponses de l'autre, etc. Donc ça c'est important en effet, ça peut avoir un plus par rapport à l'investissement immobilier. Donc 3 arguments, maintenant on va parler de l'association en tant que telle, on va vous donner 3 idées également. 1, répartir les rôles de chacun, on en parlait intrinsèquement. L'idée, tu me le confirmes, c'est quand même, si on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, chacun a un petit peu des dispositions, chacun a des compétences. L'idée, c'est quand même de définir les rôles de chacun, c'est ça la première chose. C'est important parce que le fait de… et puis après, en fonction des caractères de chacun, je prends notre exemple à nous. On n'est que 2, on est un couple, mais on a nos expertises respectives. Et naturellement, on a mis ça en place sans aller forcément sur la plate-bande de l'autre. Ce qui n'empêche aucunement de donner son idée, d'échanger bien évidemment, d'apprendre de l'autre. Mais on a plutôt souhaité naturellement, on va dire, développer nos valeurs d'expertise pour être encore meilleurs. Et là où on ne maîtrise pas les choses, c'est de le déléguer à l'autre. Par exemple, les travaux, clairement, ça va être Laurent qui va gérer justement tout ce qui est maîtrise d'œuvre, la quantification des travaux. La partie bancaire, ça va être toi. Ça va être plutôt moi. L'optimisation de la fiscalité, ça va être plutôt moi. La recherche des biens, la négociation, c'est moi et toi. La négo, ça va être plus toi. Enfin voilà, donc c'est la même chose quand on est à plusieurs. Il est important de ne pas trop vouloir tout faire, puisque je ne pense pas qu'on puisse exceller dans tout. Donc de se partager les rôles, ça c'est important et ça passera forcément, donc sur un autre point,
par la communication et par le fait de se réunir de façon régulière. Alors dans un premier temps, peut-être de façon beaucoup plus récurrente, et puis une fois que c'est mis en place, un peu moins souvent. Mais d'avoir cette communication récurrente, c'est important entre les associés. Parce que, encore une fois, quand on s'associe, ça sous-entend qu'on doit avoir une bonne entente. Et la bonne entente, elle passera forcément par la transparence et par la communication. Donc, argument numéro 2, se réunir souvent, faire le point, c'est quoi? C'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par mois. Est-ce qu'il n'y a pas de règle, mais est-ce qu'il faut se fixer un cap en disant, voilà, on va investir, on est 6, il y a 3 couples. Par contre, on définit bien les rôles. On a ce couple-là qui va aller à la banque, celui-ci qui gérera les travaux. Tous ensemble, on va choisir les biens, mais il n'y en a que 2 qui font les visites. Et tous les mardis de chaque semaine, on se réunit. C'est un peu ça l'idée, quoi. Définir vraiment les règles du jeu. Voilà, dans un premier temps, bien évidemment, vous n'allez pas faire ça ad vitam aeternam. Ouais. Mais c'est le temps que ça se mette en place. Il semble important quand même de bien communiquer, de bien poser les choses, d'autant plus avec des projets qui sont plus conséquents. Et quand on s'associe, voilà, il faut vraiment bien s'entendre. D'où le fait, après, que ce soit la création d'une société civile ou la création d'une société annexe, hein, ça peut être une SAS ou autre, la rédaction des statuts pour vous protéger, parce que forcément quand on crée quelque chose c'est qu'on s'entend bien dans la logique des choses, mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Exactement, justement je voulais en venir avant de parler de ça. Le dernier argument pour ça, ça va être de bien choisir ses associés. Est-ce que bien choisir ses associés, c'est choisir des gens qui ont le même niveau social que nous, les mêmes fonds, ou est-ce qu'au contraire, on peut choisir quelqu'un qui, je sais pas, a 10 fois plus de moyens que nous, mais qui aura moins de temps, nous on a du temps. Comment tu conseilles de choisir les associés? Je pense que la priorité reste quand même l'entente. L'entente. Donc ça c'est indispensable. Ensuite, le fait de s'associer, la plupart du temps, c'est d'unir les expertises ou les avantages des uns et des autres. Puisque souvent, c'est qu'à un moment, on est peut-être face à un mur, on n'arrive plus à avancer parce que peut-être qu'on a beaucoup d'encours, ou alors notre situation personnelle ne permet pas d'avancer, peut-être parce qu'on a une situation précaire, que ce soit sans travail ou beaucoup trop d'encours, peu d'épargne, enfin peu importe. Et finalement, le fait de s'associer avec quelqu'un qui, lui, va apporter un peu plus d'apport, donc auquel cas, la rédaction des statuts, on va dire le partage des parts se fera et en bonne entente, bien évidemment, entre les associés, mais ça peut avoir sa valeur ajoutée. Donc, je pense en effet que la priorité restera la bonne entente, mais que chacun aura son expertise, que ce soit dans le domaine de l'investissement immobilier, mais que ce soit également dans sa situation financière et sa situation personnelle et professionnelle. Donc je pense que voilà. Après, on peut tout à fait avoir quelqu'un qui a, j'extrapole. Il n'y a pas de règle. Non, non, pour moi, on aura des avantages et des inconvénients. Enfin, chaque personne a ses, on va dire, ses caractéristiques, son passé, sa vie professionnelle et autres. Du coup. Voilà. Mais du coup, chacun peut s'apporter mutuellement, que ce soit au niveau de sa situation professionnelle, personnelle, financière et son expertise. Ok. Donc, pour résumer, il n'y a pas de règle là-dessus, avant de parler donc, de l'association, je répartis les rôles de chacun. On est 8. Vous allez vous occuper de rechercher la bonne affaire. Vous nous remontrerez ce que vous visitez et on va valider tous ensemble, parce que ça, c'est important de valider tous ensemble. Vous allez vous occuper de la partie financement. Alors, bien entendu, quand on est en association, il y a cette transparence au niveau des comptes. Et oui. Donc après, encore une fois, cette valeur de l'argent, elle est propre à chacun, mais il va falloir forcément être transparent et vous n'allez pas pouvoir cacher énormément de choses, puisque si vous partez déjà avec des non-dits ou des mensonges, ça va être compliqué, clairement. Donc franchise et en association, relevé de compte, salaire pour ceux qui travaillent, bilan comptable pour ceux qui sont à leur compte, épargne, livret de famille, bref, tout est épluché. Hein, donc tout le monde sera au courant de tout. On est dans l'association. Donc 1, répartir les rôles de chacun. 2, se réunir le plus souvent possible pour faire le point et les avancées. 3, bien choisir ses associés. Bien choisir ses salariés aussi, ses locataires, mais surtout ses associés dans cette vidéo. De façon à pouvoir avoir les avantages de chacun. Donc pas forcément du même milieu, mais effectivement, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui n'a pas de temps, quelqu'un qui n'a pas d'argent mais énormément de temps et de l'expérience qui va pouvoir suivre les travaux. Tout ça, ça se paye. C'est pas parce que vous avez
200 000 euros sur un compte que vous avez plus d'avantages que si vous avez 20 000 mais que vous avez les compétences du bâtiment. Exactement. Hein, très clairement. Ok, très bien. Derrière, pour pouvoir mettre ça en place, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on se tape dans la main, on est associé, c'est bon? Est-ce qu'on va à la banque ou est-ce que, au contraire, on met quelque chose au point qui va déterminer qu'on a mis sur papier notre entente, notre association, les tenants, les aboutissants, qui fait quoi, qui gagne combien, comment sont répartis les bénéfices? Donc ça va être l'importance de la rédaction des statuts, que vous soyez en SC, SCI, SAS, enfin peu importe. Faites appel à un expert dans le domaine, donc avocat, fiscaliste, comptable, enfin peu importe, mais qui saura déjà vous guider en fonction du projet que vous mettez en place, de bien poser les objectifs de chacun, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs dans les investissements. Il y en a, ça va être de la pure diversification. Quand on revenait tout à l'heure à dire que quelqu'un peut avoir, je vous dis une bêtise, mais être chef d'entreprise avec beaucoup d'avoirs, etc., souhaite se diversifier et mettre ses avoirs ou du moins investir dans d'autres secteurs d'activité. Donc ça peut être en effet l'investissement immobilier. Voilà, il faudra bien noter dans les statuts la gestion et les pouvoirs de faire dans cette société, d'administrer, etc., de façon à éviter demain, s'il y a des changements, que ce soit un des associés qui souhaite céder ses parts, il y en a un qui décède, le fait de faire rentrer d'autres associés, de mettre des clauses particulières en disant, voilà, oui, il pourra y avoir rentré d'autres associés à condition qu'il y ait l'unanimité de tous les associés sur le fait de vouloir ou non faire rentrer quelqu'un. Enfin voilà, c'est des exemples, mais ça a son importance. Donc ça a un coût. Ça peut prendre un peu de temps, mais il faut prendre ce temps-là et ne pas se précipiter dans le fait de créer une société. En effet, vous allez en trouver sur Internet des statuts. Ce sont des statuts qui sont standards et qui ne sont pas forcément propres à vous et à votre projet. Donc, c'est important d'aller voir les experts. Alors, dans quel ordre on s'y prend? Est-ce qu'on trouve d'abord un projet? Est-ce qu'on ouvre d'abord une société? Est-ce qu'on va d'abord à la banque? Je pense que la première des choses, ça va être de trouver des personnes qui veulent investir avec vous, de façon à voir si l'entente peut être administrée. Et avant de créer quoi que ce soit, société, SCI, etc., l'idée, ça va être de commencer à chercher un bien. Et par rapport au bien que vous allez trouver et par rapport à vos associés, alors vous pourrez définir quelle est la société que vous pouvez ouvrir. Parce qu'il y a des options à lever ou non. Je pense par exemple à la SCI qui sera à l'impôt revenu ou à l'impôt société. Ça va être des options qui vont être levées ou non suivant le bien que vous trouvez. Est-ce que c'est un bien qui va être dans une typologie meublée? Est-ce que c'est un bien qui va être dans une typologie où on va le revendre? Parce que si vous achetez pour faire des travaux, pour revendre, la société avec laquelle vous allez administrer, ce ne sera pas forcément la même. Et non, et puis les conséquences en cas de revente, elles peuvent avoir, voilà, fiscalement parlant, elles peuvent être du simple au double. Donc il faut faire attention. De la même manière, si vous créez une SAS, il faut tout connaître, une SARL, enfin peu importe. Il existe différents montages de sociétés voilà, dans lesquels il faut faire attention et avoir tous les aboutissants. Une fois que vous avez trouvé votre bien et que vous souhaitez le faire financer, donc vous allez à la banque, vous montez votre dossier, vous allez à la banque. Donc à la banque, il n'est pas nécessaire pour demander un crédit que tous les associés soient là. Hein. S'il y en a 8, c'est pas obligé pour le premier rendez-vous que tout le monde soit là. Non. Par contre, venez avec un dossier complet. Un dossier complet avec toutes les informations, pochette par pochette, expliquer le projet que vous pourriez avoir, etc. Ça, c'est important. D'où le rôle de chacun. Il y aura une personne ou deux dans l'association qui sera là pour le dossier bancaire. Cette personne va être force d'administratif, c'est-à-dire qu'elle va être là pour demander donne-moi les relevés, donne-moi les relevés d'épargne, donne-moi les tableaux d'amortissement s'il y a des crédits en cours, etc. C'est un gros boulot. Hein. C'est un gros boulot pour chercher les biens, c'est un gros boulot pour négocier, un gros boulot pour faire passer le dossier à la banque, un gros boulot pour monter la société. Par contre, pour le montage de la société, donc, qui est juste derrière, hein, une fois que vous avez demandé votre prêt à la banque, elle va vous demander comment vous souhaitez investir. Donc, il y aura une option qui sera interne en substitution. Derrière, là, c'est nécessaire que tout le monde soit là, je pense, pour le rendez-vous chez l'avocat fiscaliste, pour la création de la société. Parce que ça permettra à chacun de poser toutes les questions, parce qu'on le sait encore une fois, quand on va à un rendez-vous, l'expert qui est en face de vous va vous parler de plein de choses.
Et si derrière vous devez réitérer toutes les informations, parfois elles sont comprises pas forcément de la bonne manière ou vont pas être réitérées de la même manière. Donc c'est important que tout le monde soit là, on va dire par rapport à ces rendez-vous société. Et par ailleurs après, lorsqu'il y a le projet qui est plus concret, c'est important aussi de savoir comment vous allez investir, si on va être en SCI, si on va être en SAS ou autre, puisque les interlocuteurs en banque ne seront pas forcément les mêmes en fonction de la structure dans laquelle vous allez investir. Conseiller part, conseiller pro, conseiller en gestion de patrimoine, directeur d'agence, ça va être des interlocuteurs qui vont être différents suivant comme on l'a dit. Exactement. Très bien, donc les clauses sont importantes. Alors pour ça, pour la SCI, pour la société, ça va être avocat fiscaliste. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça me semble être une bonne chose. Ok, très bien. Si vous êtes toujours sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'immobilier. On vous a mis juste en dessous dans la description un petit quiz. C'est complètement gratuit. Vous mettez votre prénom, votre mail, vous répondez aux questions. Vous avez une note qui va vous permettre de savoir si vous avez déjà des notions dans l'immobilier ou non. On vous mettra également en bas dans la description les prochains événements que l'on organise. Si vous souhaitez nous rencontrer, passer du temps avec nous, discuter, dialoguer, apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre. On organise des événements 3 fois par an. Ça s'appelle des IMOCAsh Day. Il nous reste quelques places pour le prochain. Il sera à Deauville. On vous laisse regarder le programme juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, on vous laisse nous mettre un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour recevoir toutes nos vidéos en avant-première. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans les commentaires juste en dessous. On y répondra. C'est une question qui est très intéressante. On vous fera même une vidéo à ce sujet pour que vous puissiez avancer. Nous, on vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit suivant quand vous regardez la vidéo. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao!